La constance et l'effort font des miracles car patience, la danse prend son temps. Si on arrive à tout faire tout de suite, on perdrait très vite son intérêt, non ? Bref, la danse prend son temps et ça peut décourager certains. Coucou, aujourd'hui on va parler de comment je fais, mon Dieu, comment je fais pour réussir à rester motivée. Alors, spoiler alerte, moi aussi il y a des jours où j'ai absolument pas envie de sortir du lit, y compris encore plus avec l'hiver qui arrive, soyons sincères, parfois juste sortir de son lit ça relève d'une épreuve olympique, mais je le fais quand même. Comment diable fait-elle ? On va en parler. On baigne dans une culture où tout va tellement toujours plus vite que si on n'y arrive pas tout de suite, on a envie d'abandonner, tout s'écroule, drama queen, c'est la cata, plus jamais, blabla, blabla, bla, bla. Moi aussi ça m'arrive, mais chut. On est focalisé sur le négatif, c'est-à-dire, imaginons, vous faites une classe, 90% du temps, vous êtes bon, voire même très bon parfois, 10% du temps, vous étiez pas mauvais, mais il y a un truc que vous n'arrivez pas du tout à faire. Parce que c'était peut-être un jour sans, ou parce que vous étiez concentré sur autre chose, ou parce qu'il vous faut juste peut-être un peu plus de temps. Vous allez sortir de la classe. Vous n'allez pas dire « ça va, je me suis bien débrouillée ». Vous allez vous dire « putain, mais j'étais nulle ». Bon, mauvaise nouvelle, c'est une seconde nature chez nous de nous focus sur le mauvais en fait. Mais c'est à cause de nos ancêtres. En fait, pour notre propre survie, il fallait rester concentré sur le problème. Il fallait tenter de le résoudre d'une manière ou d'une autre. Et jusqu'à ce qu'il ne soit pas résolu, on restait fixé dessus, quelle que soit la manière dont on allait affronter le problème, que ce soit par le combat, par la ruse, par la fuite. Tout est bon pour traiter les problèmes parfois, bref. Mais bonne nouvelle, on peut casser ce schéma. Ouh, le cerveau est malléable. Je ne dis pas que ce sera facile tous les jours, loin de là. Loin de là. Mais quand j'arrive quand même à faire cet effort qui me paraît insurmontable d'y aller, la satisfaction que j'en tire à la fin est tellement grande et je me couche fière de moi, fière d'avoir avancé, fière de m'être un petit peu plus améliorée, fière d'avoir un petit peu plus avancé. Revenons à nos moutons. À part la constance requise de ces efforts, quel est l'élément le plus fondamental pour réussir à rester motivé ? Que ce soit dans la danse, dans le flamenco, dans n'importe quelle autre discipline ou même dans la vie, l'attitude. Que ce soit pour un cours, pour une répétition, pour je ne sais quoi, lo que sea, c'est essentiel, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres et pour l'enseignant. On est bien d'accord que c'est toujours plus agréable d'aller dans un groupe qui est motivé, qui se tire vers le haut, que dans un groupe où il y en a la moitié qui font la gueule, qui se plaignent parce qu'ils n'y arrivent pas, que ça traîne les pieds, que du coup ça traîne les autres vers le bas, parce que... c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. Bref, que tu aies envie de danser parce que c'est un truc que tu as toujours rêvé de faire, ou au contraire que tu danses depuis des années et que ça t'anime jour après jour, que tu veux te stimuler avec une nouvelle activité pour sortir de ta zone de confort, peu importe, quelle que soit la chose, que ce soit à propos de la danse ou d'apprendre une langue ou je sais pas quoi, une nouvelle chose, le secret est le même, le secret, il n'y a pas de secret. Le vrai secret c'est la constance et les efforts constants. Et les efforts et la constance, voilà. Mais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le plus important, c'est ton attitude. Si t'as pas l'attitude, tu peux avoir les meilleurs facteurs externes au monde, ça ne marchera pas. Par attitude, attention, je ne veux pas seulement parler de ce qu'il faut faire, mais presque plus encore de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Abordons ça d'un peu plus près. Premièrement, et c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus de toute ma vie, une fois que vous entrez en cours, vos problèmes, vos soucis, vos angoisses, vous les laissez au vestiaire. Bye bye pendant 1 heure. De toute façon, ils vous attendent. Ils vont pas être pressés, ils seront de nouveau là après. Une fois dans la salle, en fait, dites-vous que vous êtes dans une bulle protectrice, hors du temps, hors de l'espace, où de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez danser. Et la suite viendra plus tard. Ça ne presse pas, en fait. Rien ne peut vous arriver. C'est comme une sorte de pause dans votre vie. Entre parenthèses, comme ça. C'est pas mal. Donc profitez-en pour concentrer toute votre attention là-dessus, pour prendre du bon temps, etc. Parce que croyez-moi, si vous êtes concentré sur autre chose, ne serait-ce que 2 minutes, non seulement vous n'allez pas y arriver, quel que soit votre niveau, mais en plus, votre état va empirer parce que vous allez dire mais putain, gna, je fais ça, mais je gueule aussi un bon coup parfois, mais vous avez l'idée,
c'est humain de se frustrer, mais il faut pas rester bloqué trop longtemps dessus, c'est tout en fait. Est-ce que vous connaissez l'histoire bouddhiste des 2 flèches qui est très intéressante? Je vais vous la lire. Elle m'a inspiré plein de sagesse, cette histoire. Le Bouddha nous dit que si nous sommes atteints par une flèche, nous avons déjà mal. Ainsi, si nous sommes atteints par une 2e flèche, elle va ne faire qu'encore plus mal. La première flèche, c'est la douleur initiale que tu ressens devant un événement après un accident psychique, psychologique, corporel, physique, ce que tu veux. La 2e flèche, c'est notre rumination à partir de cette douleur. Okay. De l'esprit, du coup, pas du corps. La première flèche est suffisante, tu peux pas l'éviter de toute manière. Mauvaise nouvelle, elle t'a déjà touché, elle te fait déjà mal. La 2e flèche, du coup, en revanche, c'est celle que tu peux éviter parce que c'est la souffrance que tu te rajoutes toi-même, en plus de cette douleur. Elle est sous ton contrôle, contrairement à la première flèche, et on peut l'éviter car c'est nous qui la tirons. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, pour moi la première, mais ça vaut le coup de tenter d'avoir cette histoire en tête et de vite pouvoir te dire je prends du recul, j'analyse ce qui se passe pour pas trop ruminer et pas trop rester bloqué dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que la vie c'est, j'avais lu ça quelque part, je sais plus où, 10% ce qui t'arrive, 90% comment tu réagis. C'est vrai. Ta manière de voir les choses influe énormément ta vie en fait. Bien évidemment, et bien que la danse fasse un bien fou au mental, justement parce qu'on relâche les tensions, qu'on est obligé de se concentrer dessus, ça n'est pas non plus un remède miracle. Ça aide, mais ça n'est pas un remède miracle. C'est une belle vision des choses, et par contre, voilà, si ça peut t'aider, ne serait-ce que pendant 1 heure à t'échapper de ton quotidien, putain, vas-y, plein pot, quoi. L'attitude, en fait, elle conditionne entièrement le résultat final. Allons un peu plus loin là-dedans. Au-delà de laisser tes soucis en dehors de la salle de danse, il faut avoir un état d'esprit positif pour avancer. Donc, parlons plus précisément cette fois de ce qu'il ne faut pas faire. Surtout pas faire. Et pourquoi? Ne vous comparez pas aux autres élèves, que ce soit en bien ou en mal. Les deux sont tout aussi mal. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons, si c'est pour vous plaindre de la lenteur d'un camarade, disons, ou de son niveau, alors, déjà c'est pas votre place parce que vous n'êtes pas le prof. Si vous vous focalisez à ce point sur cette personne et ses moindres gestes, il y a fort à parier, mais vraiment très fort, que vous n'êtes pas à l'aise en groupe, que vous vivez très moyen le fait qu'une personne puisse vous juger de la sorte, comme vous. Et que du coup, en groupe, vous donnez pas le tout parce que vous êtes timide et parce que vous avez peur de ce que les autres penseront de vous. On est tous pareils de ce côté. Ce serait mentir de dire qu'on n'a plus peur de personne. Mais il y a des manières de l'aborder différentes, quoi. De l'autre côté, complètement à l'opposé, si c'est pour souffrir de la comparaison avec une personne plus avancée que vous, c'est inutile. Complètement. Et c'est contre-productif. Souvenez-vous de 2 choses. Premièrement, l'unique personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Juste vous. Il y a déjà du boulot rien qu'avec soi. Ne vous compliquez pas la vie. Concentrez-vous sur vous. Point. Non seulement ça vous permettra en plus de vous concentrer sur votre évolution et donc ça vous donnera une gratification énorme de voir votre propre évolution, mais aussi pour voir exactement vos erreurs, etc. pour que vous ne les fassiez plus, pour que vous soyez meilleur, pour vous améliorer en fait. Deuxième petite chose, très importante. La phrase « je n'y arrive pas » est à proscrire. La phrase « je n'y arrive pas encore » est votre nouveau motto. Bon, évidemment, sauf si on parle d'acheter 3 villas à 1 million d'euros avant 30 ans, mais on parle d'objectifs un peu plus modestes, un peu plus humbles ici, n'est-ce pas? Conditionnez-vous pour la réussite. Je vous jure que je l'ai vu dans le corps de mes élèves, les pessimistes. Je le vois. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je donne des cours et je vois des choses. L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo que vous connaissez sûrement. Imaginons, un docteur va donner 2 médicaments à 2 personnes différentes qui ne se rencontrent pas. À l'un, il va le donner sans dire quoi que ce soit, et à l'autre, il va dire « tu verras, ça marche super bien, au bout de 5 minutes, t'as plus mal à la tête, etc. etc. » À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, celui à qui on a dit « oui, tu verras, ça marche bien », eh ben, il y a eu un changement notable, très très positif dans son état,
Alors que les deux trucs étaient exactement les mêmes et ça se trouve ça faisait rien. Donc voilà, ça c'est l'effet placebo. Et l'effet nocebo c'est la même chose mais pour le négatif. Voilà. L'effet nocebo est redoutable. Quand on se persuade qu'on ne peut pas faire quelque chose, je vous jure que le corps se conditionne à ne pas le faire. Il va lâcher, genre, il va se dire à quoi bon. Non, je vous jure que j'ai eu des filles qui étaient persuadées qu'elles ne pouvaient pas faire un tour propre. Et je vous jure, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en trompant leur corps, en jouant sur le poids du corps, sur les flexions, les machins, j'ai réussi à tromper un peu leur corps, à piéger un peu leur corps, et elles arrivaient à faire un tour après. Je vous le jure, les filles étaient surprises par elles-mêmes du coup. C'était beau à voir, c'était beau à voir. L'effet placebo et l'effet nocebo, dans la pédagogie, ils ont un cousin lointain qui s'appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Golem. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Les effets Pygmalion sont des prophéties autoréalisatrices identifiées dans le domaine scolaire. Elles mettent en évidence le rôle joué par les attentes des enseignants sur la réussite ou l'échec scolaire des élèves. L'effet Pygmalion consiste en l'amélioration des performances d'un individu en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité, parent, enseignant, l'OKCA, ou de son environnement. Ainsi, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un et de lui communiquer cette croyance améliore ses probabilités de succès. C'est beau, ça veut dire que si tu dis à un enfant « tu vas y arriver mon fils », eh ben, tu améliores ses probabilités de succès. L'effet Golem, eh ben, c'est un peu comme l'effet nocebo, c'est les prophéties autoréalisatrices mais dans le mauvais sens, c'est de dire à un enfant « tu n'y arriveras jamais » et le pauvre gosse il ne va même pas tenter puisque de toute façon tu dis qu'il n'y arrivera jamais et il va te croire. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il y a le bon et le mauvais. Bon, t'en prendre le bon, non ? Dans la même idée, au lieu de vous plaindre de ne pas y arriver, alors non, vous avez le droit de vous plaindre. Moi-même, je pousse parfois des belles gueulantes. Il faut essayer de ne pas rester trop concentré dessus, concentré sur sa frustration. Il faut en fait remplacer les bouffées par une petite bouffée de motivation sympa, genre « Ah ouais, je peux pas le faire. Tu vas voir si je peux pas le faire. » Laissez-moi vous raconter une petite anecdote de quand j'étais étudiante il y a fort longtemps, quand j'étudiais les langues et les civilisations étrangères. Pour la première fois de ma vie, j'allais pouvoir apprendre le japonais. J'ai appris à le lire, à l'écrire, à le parler, et en plus j'avais la meilleure prof de japonais du monde qui était japonaise elle-même. Elle avait pas la langue dans sa poche, elle était exceptionnelle, elle était passionnante à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je buvais ses paroles. Moi qui rêvais d'aller au Japon, coucou Tony, je découvrais des aspects culturels dont j'avais même pas conscience en fait et qui m'ont choquée. Tu sais, quand t'es tellement intégré dans un truc qui paraît normal depuis que t'es gosse, t'as l'impression de sortir la tête de l'eau. Bref, je vais t'en parler parce que ça m'a marqué dans ma vision de la pédagogie, à l'époque en étant élève et actuellement en étant prof. Bon, bref. Elle comparait le système de correction français et japonais. En France, on te corrige avec des gros stylos rouges, on va gribouiller comme ça sur ton paragraphe de 10 mètres de long, on va faire un gros nom dans la marge. Ça fait un peu chaotique, très négatif, pas ouf quoi. Tu te sens un peu... Tu vois la copie, t'es un peu... En fait, se tromper, ça fout la pression un petit peu. Puis tu te sens un petit peu... Bon, tu te sens pas ouf, hein, généralement. Enfin, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui fait « Ouah, tout ce rouge, c'est si beau !» Donc, en fait, t'es là et ben, t'as honte, quoi. T'as honte de te tromper. C'est pas les copies que tu vas montrer fièrement à tes parents. Ben non, tu vas plutôt les cacher ou les déchirer ou essayer de changer je sais pas, les chiffres. Tu rajoutes un 1 devant le 0, j'en sais rien. Bref, retiens bien ça, c'est important pour la suite. On a honte de se tromper. On a honte de se tromper. Qui, franchement, qui aurait envie de s'imposer ce sentiment de honte ? Personne. Personne. Au Japon, me disait-elle, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on encourage même les élèves à se tromper, en fait. Non pas par esprit sadique, pas du tout. Mais c'est pour vérifier qu'ils ont bien tout compris. Et surtout que rien ne leur échappe, en fait. Contrairement au système universitaire français qui préférait que tu recraches du copier-coller de leurs cours plutôt que tu expliques que tu es compris. Hein, coucou, mais bon, ça c'est notre problème. Pour eux, en fait... c'est impossible d'apprendre sans faire de fautes. Et ils ont raison, ils ont tout compris. Pour apprendre, il faut se tromper. Ça fait partie de l'apprentissage en fait. Il faut essayer, il faut te tromper, comme ça. T'apprends, et tu fais mieux, et c'est mieux. Du coup, c'est vraiment vu comme une chose positive en fait de faire des erreurs, parce que qui dit te tromper, dit tu vas apprendre, donc tu vas t'améliorer. Donc,
Ce n'est pas du tout la même chose que nous. Donc voilà, chez nous, se tromper, c'est tout de suite un truc négatif, un truc pas bien, mais chez eux, c'est complètement différent. C'est vu comme une avancée, donc comme une amélioration de soi. Donc, qui ne veut pas s'améliorer? Moi, je trouve ça beau, je trouve ça motivant, et ça a vraiment changé ma vision de la pédagogie à l'époque. Ça m'a aidé à dédramatiser face aux échecs, et du coup, je les voyais plus comme des défis à relever, si l'envie m'en prenait, bien sûr. Et je te dis pas comment mes mollets gonflaient quand j'y arrivais. Enfin, franchement, la dernière fois que tu t'es senti vraiment fier de toi, fort, puissant, machin, c'était quand? Généralement, c'est quand tu viens de faire un truc que tu pensais pas réussir en fait. Et c'est beau, ça fait un cercle vertueux parce que imagine, tu te lances un défi, je sais pas, apprendre telle langue, faire un 4x4 au citron, faire une escobilla compliquée avec des pieds très complexes. Imaginons, restons dans cette optique flamenco. Tu vas apprendre une partie de pied très compliquée. Bah tu la prends en petits morceaux, puis tu rajoutes des petits morceaux parce que tu y arrives. Tu la découpes et au final, t'arrives à la maîtriser plus vite que prévu. Putain, tu te sens pousser des ailes, tu te dis, allez, un autre challenge. Tu continues, mais là tu butes un peu plus. Mais t'insistes et tu finis par y arriver. Et alors là, tu te dis, je peux soulever des montagnes tranquillou. Du coup, ça continue, ça fait du bien à ton ego. Et tu te sens plus fier de toi, et ça se voit, et t'es plus épanoui, et c'est beau la vie quand c'est ça. Continue à apprendre, vois les obstacles comme des défis que tu vas vous faire plein dedans. Tire quelque chose de positif de chaque correction du prof. Tiens, d'ailleurs, on va parler de ça. Ton prof n'est pas là pour t'humilier, sinon change de prof si t'as des soupçons. Ton prof est là pour t'aider à t'améliorer, si c'est un bon prof. Ne le prends pas mal. Que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, pro, on a toujours à s'améliorer. Toujours. Il y a toujours quelque chose. Toujours. Ceux qui se disent qu'ils savent tout, qu'ils peuvent pas être mieux, c'est la mort de leur art, c'est la mort de leur évolution, c'est mort. On va pas forcément te corriger parce que t'as fait un truc hideux ou nul à chier. Non, on va t'aider au contraire à améliorer l'esthétisme de ton mouvement ou ton équilibre. C'est pour ton bien, c'est absolument pas contre toi en fait. Mais faut avoir les oreilles ouvertes et faut laisser son ego à la poubelle. Si t'es pas prêt à entendre les remarques qui sont là pour t'aider à mieux briller, t'es pas un bon élève, désolé. C'est absolument pas contre toi, il faut comprendre ça en fait. Aussi, de la même manière, inquiète-toi si on ne te corrige jamais. Si ça fait 1 an que t'es avec un prof qui t'a jamais corrigé, c'est que le prof s'intéresse pas trop à ton évolution et à ton amélioration. Je pense. Chose importante, certains profs vont être beaucoup plus durs avec les meilleurs éléments qu'avec les novices. Pourquoi? Parce qu'ils savent polir leurs diamants, et leurs diamants, leurs élèves en fait, savent qu'ils vont briller encore plus en l'écoutant. Donc c'est tout bénef en fait. En gros, voilà, ne sois pas rassuré si un prof ne te dit rien. Et fuis d'ailleurs si un prof ne te corrige jamais. Ça n'est pas normal. Quel que soit ton niveau, il faut. Voilà. Bon, en parlant de correction, évidemment, c'est très important de reconnaître tes erreurs. Un ego surdimensionné, c'est le pire ennemi de l'apprentissage. Vraiment. Mets-toi ça en lettres d'or dans ton cerveau. C'est bon de redescendre un peu pour te rappeler qu'on peut toujours mieux faire en fait. Vraiment. Un élève qui pense savoir tout sera démotivé en avance. En fait, il va s'emmerder. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça n'avancera pas non plus du coup. Et ce sera la mort de son art. Pareil, la mort de son évolution. Quand tu es persuadé que tu sais tout, tu relâches tes efforts. Et quand tu relâches tes efforts, tu danses moins bien. En conclusion, beaucoup de danseurs, qu'ils soient pros ou amateurs ou que sais-je, n'atteignent pas leur objectif. Non pas forcément à cause de facteurs externes comme les profs, le type de cours, etc. Bien que ça ait à voir, pas que. La vraie chose très importante, c'est l'attitude que tu adoptes. Tu peux être dans la meilleure école du monde, tu peux avoir les meilleurs profs du monde, si t'as pas l'attitude qu'il faut pour apprendre, pour continuer à être motivé, pour continuer à machin, ça sert à rien. Bref, souvenez-vous que le corps est incapable de mentir, que dans la danse, votre corps reflète votre âme. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit curieux, restez humble et dansez comme si demain n'existait pas. Ayer el primo mía como puñal ahí, hay uno que no lo sintió, allí